c'est aussi le propre, et peut-être en tout cas l'identité de ce colloque, de regarder un même objet sous des angles très très différents. Donc l'hypothèse symbiotique, philosophie, écologie, architecture, ou plutôt écologie, architecture, philosophie, c'était dans cet ordre. Et là, on va regarder le milieu bâti depuis le point de vue de l'écologie, avec Philippe Clergeau. Et vous allez voir, donc ça va être extrêmement différent de ce que Guillaume vient de nous proposer comme approche. Et pourtant, il y a des mots communs, il y a des éléments de vocabulaire communs qui, au travers des frictions qui sont peut-être indispensables à la fabrication de la ville, permettent aussi de dialoguer ensemble. Alors, pour dire un mot de présentation de Philippe Clergeau, professeur émérite d'écologie au Muséum d'histoire naturelle, on se connaît bien, il fut mon directeur de thèse avec Martine Bouchier, qui était professeur d'esthétique. Il m'a embarqué dans plusieurs programmes de recherche ces 10 dernières années. Le dernier étant BOM, dont certains acteurs sont parmi nous ici aujourd'hui. Biodiversité, aménagement urbain, morphologie, au PUCA. Il est, je pense qu'on peut dire, l'un des pères de ce mouvement qui fait monter l'écologie en urbanisme en France, c'est-à-dire l'un des écologues, des scientifiques écologues, qui s'intéresse à l'urbanisme et qui milite pour que l'écologie devienne une des disciplines fabricantes de la ville, une des disciplines qui contribue à fabriquer la ville avec un regard porté sur le vivant, autre qu'humain, mais en association avec les fonctionnements humains. Donc il a porté ça, il porte ça très longtemps, et il est directeur de collection aux éditions Apogée. Bon. Et il milite pour un propos qui va vous exposer sur la ville régénérative. C'est peut-être un des points voilà, de tuilage avec ce qui vient de nous être présenté. Et aussi, et je m'arrêterai là, la grande vertu de son travail, me semble-t-il, donc il a fondé le GRU, qui est le groupe de réflexion sur l'urbanisme écologique, qui vous a été présenté hier aussi, c'est qu'il a placé, tout en parlant encore une fois d'un point de vue d'écologue scientifique, il a placé la question de la complémentarité disciplinaire comme un prérequis au travail sur la ville. C'est des mots qu'on a tendance à employer en se payant de mots, mais qui en réalité recouvrent des difficultés qui ne se résolvent pas facilement et qui prennent beaucoup de temps de travail. Voilà. Je lui laisse la parole. Merci Guillaume. C'est toi ça. Bien. Oui, alors on m'a demandé de vous parler, pas en tant qu'urbanisme, parce que je fais pas mal d'urbanisme, mais en tant qu'écologue. Donc c'est un propos qui va être très resserré sur cette écologie. Sous-entendu, je ne vais pas parler de participatif, de sensible, voilà, qui font sens complètement dans l'urbanisme. Je ne vais pratiquement pas parler d'architecture. Architecture et urbanisme, pour moi, c'est deux métiers, deux disciplines différentes. Je maintiens ça malgré les coups de bâton énormes que je reçois sans arrêt à cause de mes écrits sur ce sens-là. Et mon propos va être effectivement complètement... C'est mieux comme ça ? Ça marche mieux ça ? C'est pareil. Faut cracher dessus. Bon, d'accord. Bon, j'ai un rhume, c'est pour le suivant, hein, vous vous débrouillerez. Hein. Oui, mon propos va être complètement différent. Et voilà, c'est pas possible. Bon. C'est moi ça ou pas ? Je change encore. Alors, troisième micro, est-ce que c'est mieux ? On va voir. Je vais y arriver.
Oui, donc le propos et la façon de l'aborder va être complètement différente. Et l'analyse que j'ai, qui est un peu simpliste, c'est de dire que ce qu'on a entendu avec Guilhem tout de suite, c'est on part de l'immatérialité pour aller vers une matérialité, voire une hypermatérialité qui se concrétise avec ses façades, ses balcons ou autres. Je ne développe pas, mais vous voyez un peu l'idée. Et l'approche de l'écologue qui va vers l'urbanisme, elle est exactement l'inverse, c'est de l'hypermatérialité, en prenant le vivant dans tout son fonctionnel, sa biologie, etc., pour aller vers une immatérialité qui fait sens complètement dans le rapport à l'humain et autres. Enfin, je veux prendre des précautions par rapport aux propos que vous avez sans doute eu hier, j'étais pas disponible. Et ce que j'ai entendu ce matin, évidemment, ça va être très, très différent. Alors, comment aborder ça? J'aurais pu reprendre toute l'histoire de l'écologie avec l'urbanisme depuis les années, surtout 90 en France, c'est à ce moment-là que ça a plutôt pointé. Donc, je vais plutôt jouer mon rôle d'écologue, j'allais dire pur et dur, mais pas dogmatique. Donc, voilà, à vous de faire le tri. Je vais aborder les notions de service écosystémique en tout d'abord parce que pour moi, ça a été un virage très important. Mes premières conférences, qui remontent donc à longtemps, c'est pour parler des papillons, des plantes et des petits oiseaux. Et en fin de compte, je me suis aperçu qu'il y avait une insensibilité réelle d'approche à la décision, à la conception ou autre, en restant sur ce niveau-là. Et la notion de service écosystémique, que je vais faire un peu vite, voilà, permet quand même une entrée qui est beaucoup plus, sans doute, opérationnelle et efficace. Puis après, je vais expliquer cet urbanisme écologique que je défends, qu'on a co-construit à nombreux, et qui, aujourd'hui, va vers un urbanisme régénératif, donc on en parlera un petit peu, et puis finir sur cette interrelation symbiotique qui m'a un peu surpris quand on en a parlé il y a un peu plus d'un an, en me disant, pour moi c'était un peu évident, et puis c'est en faisant les diapos et autres où je me suis dit, mais il y a un parallélisme tel, comment ça se fait que moi, scientifique, je n'ai pas été capable de faire cette accroche-là, et c'est celle-là que je vais vous proposer tout à la fin. Voilà. Donc, les services écosystémiques, bon, c'est des choses que vous connaissez tous. C'est les travaux notamment du Millennium Ecosystem Assessment dans les années 2000, et qui a fait des très gros rapports, comme a fait le GIEC, comme a fait plein de réunions d'experts, et qui a sorti notamment ce tableau qui a été un peu un bouleversement dans les années 2000. C'était reconnaître complètement que le bien-être de nos sociétés était directement dépendant du fonctionnement naturel. C'est-à-dire qu'en face de chacun des services, l'approvisionnement, la régulation, la culture notamment, on est capable de mettre, ils ont été capables de mettre des flèches sur la sécurité, la santé, le bien-être. Et ça a été un virage, pour moi à l'époque, qui était un peu déjà à cheval sur cette approche d'aménagement du territoire périurbain et urbain, très, très forte, et un soutien pour montrer qu'on ne pouvait plus se contenter simplement de concevoir, d'aménager, sans une prise en compte sérieuse des écosystèmes en quelque sorte. Et donc du coup, ces services dans la ville, alors il y a plein de choses. En ville, ils sont un peu différents évidemment que cette nature en campagne ou d'une façon un peu plus générale. Je ne vais pas développer, c'est des choses qui sont connues. Ça développe les espaces de récréation, de loisirs et d'éducation. Alors je parle d'espace à caractère naturel, c'est un terme que j'ai utilisé, créé plus ou moins en 2007 dans un de mes premiers ouvrages en français, et qui est très repris et qui sort complètement de cette notion d'espace vert qui était très prégnante, très forte dans les années 1990, même avant. Et donc c'était pour faire un contrepoids. On ne parle pas que d'espace vert, on parle de friches, on parle de ronds-points, on parle de jardins, de potagers, tout ça. Donc ça regroupe un peu tous ces espaces plus ou moins de pleine terre. Donc voilà, il y a plein de services potentiels qui sont rendus, cadre de vie, bien-être, création de liens sociaux, santé. Ce n'est pas des vues de l'esprit, c'est des choses qui ont été très bien documentées scientifiquement. On a plein de rapports, on a plein de synthèses. Les Scandinaves et les Anglais ont travaillé beaucoup là-dessus, qui démontrent concrètement les liens entre la présence de végétation et puis tous ces services. Il y a les régulations de problèmes environnementaux, bien évidemment, qui sont aussi connus.
J'ai mis en rouge les microclimatologies parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui a fait complètement réémerger la relation de gestion de la ville, voire de l'architecture et de l'urbanisme, par rapport à la végétation. Parce que la végétation, bien évidemment, est une des solutions par rapport aux îlots de chaleur. Et puis ça favorise la biodiversité. Donc il y a une première, je vais un peu vite, hein, c'est des choses plutôt pour resituer des grandes étapes. Une première entrée, une première étape, donc c'est de végétaliser pour rendre la ville vivable. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, que tout le monde a bien compris. Toutes les villes sont en train d'afficher des dizaines de milliers d'arbres qu'on plante pour pouvoir réduire l'îlot de chaleur. Donc c'est avec des chiffres, on en parlait hier, c'est comment affolant, on est rendu à 600 000 arbres à Bordeaux, et Macron met au-dessus 1 milliard d'arbres. Bon voilà, donc du coup, on plante pour pouvoir fournir des services, pas que esthétiques, mais surtout de régulation. Le citadin a besoin de cette végétalisation. Oups. Le gros problème, enfin un problème, c'est qu'aujourd'hui, la végétalisation, c'est essentiellement de la monoculture. C'est-à-dire qu'on plante, alors c'est les arbres que vous voyez, c'est du platane. 65% des arbres dans les villes métropoles, c'est du platane. Il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses qu'on commence à développer. Mais c'est du platane, c'est fragile, vous le comprenez bien, fragile pour des raisons sanitaires. On a 2 maladies qui sont en train de toucher le platane, et puis bien sûr climatique. Pourtant, on ne fait pas mieux comme arbre. Hein. C'est sûr que lui, je vais faire de la liste, il y a une vingtaine de points qui magnifient complètement le platane. C'est la même chose sur les toitures. 90% des toitures végétalisées en Île-de-France sont en sédum. On met du sédum partout. Ça fait longtemps qu'on travaille sur les toitures végétalisées, donc on a montré le peu d'effet des sphènes, la peu de durabilité. Enfin bon, il y a eu toute une démarche là-dessus. Aujourd'hui, c'est le sédum et on en met partout. Pareil, monoculture, fragilité. Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, ça serait plutôt d'avoir de la diversité. Hein, favoriser un petit peu une durabilité, c'est-à-dire que l'investissement qu'on met dans nos végétations amène à une ville durable. C'est une deuxième étape qui est en cours du choix. Alors il y a le choix des espèces, il y a se rapprocher donc de ces fonctionnements écosystémiques plus ou moins naturels. Alors, ça impose, ça implique d'avoir quand même une définition de ce qu'est la biodiversité. C'est un terme qui est excessivement utilisé aujourd'hui. Hein. Dès qu'un terme est un peu à la mode, il est récupéré, repris partout. La biodiversité, ce n'est pas que la diversité naturelle des organismes vivants. Hein. On considère les écosystèmes, les espèces, les gènes. Bon, en général, on parle plutôt des espèces, c'est ce qui parle plus à tout le monde. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi les relations qu'ils ont entre elles et avec leur biotope, leur organisation, leur répartition. Donc ça, c'est fondamental et ça explique toute la démarche après d'intégration du vivant dans la ville, comme ailleurs d'ailleurs. Pas que richesse, mais aussi fonctionnement. Pourquoi ? Parce que du coup, si on a une diversité d'espèces qui ont des relations entre elles, on a un système, qu'on appelle un écosystème, qui a aussi une forme de stabilité. Alors je l'ai mis entre guillemets parce que dans le vivant, il n'y a pas grand-chose de stable, mais quand même. Et cette stabilité va amener une durabilité des services écologiques. Donc l'intérêt de favoriser la biodiversité plutôt que de verdir simplement, c'est de viser à travers la diversité à la fois des espèces et à la fois une prise en compte de tous ces fonctionnements, une durabilité complète de ce qu'on installe ou ce qu'on plante. Alors, la réponse actuelle, elle va un peu dans ce sens-là. On a une meilleure gestion actuelle au niveau des espaces verts, hein, peut-être un peu moins de tous les autres espaces à caractère naturel, mais moins des espaces verts. Et ce qu'on voit en intramuros, hein, je ne parle pas des effets de la ville sur la région, mais en intramuros, on a bien une biodiversité animale et végétale qui a clairement augmenté depuis les années 2000. Ça, nos étudiants, on a travaillé pas mal au muséum là-dessus pour montrer comment les espèces se sont installées, et notamment grâce à des gestions écologiques, beaucoup moins d'intrants, plus de pesticides, un choix des espèces, etc., etc. Et commence à pointer aussi des approches de sobriété et durabilité. J'avais mis ça parce que ça repose aussi des questions nouvelles qu'on n'aura certainement pas le temps d'aborder et que je n'ai pas voulu souligner ici, qui est toute cette mode des micro-forêts, des choses comme ça, que tout le monde s'est engagé là-dedans, alors que scientifiquement, on a assez peu de choses derrière pour aller beaucoup plus loin. J'ai mis 2 exemples qui vont dans ce sens de biodiversité. Alors les nous, tout le monde connaît maintenant, ces fossés qui remplacent certains trottoirs dans certaines zones un peu plus ou moins nouvelles.
Et quand elles sont plantées et bien plantées, elles ont aussi des rôles d'habitat pour de nombreuses espèces. Et puis j'ai pris un exemple que j'aime bien, c'est celui du groupe scolaire de Chartier-d'Alix à Boulogne-Billancourt, parce qu'il y a eu une vraie réflexion sur des nouvelles types de façades. Vous voyez que c'est complètement décortiqué dans tous les sens, pour accueillir de la faune et de la flore. Et ça a marché. Il y a eu très très peu d'espèces qui ont été installées dès le début, et on a plein d'insectes, d'oiseaux et de nouvelles plantes qui sont venus dans ces fissures pour pouvoir s'installer. Et puis une toiture, alors évidemment pour les archis c'est spécial parce qu'il y a quand même un plafond d'1 mètre de béton pour pouvoir tenir 1 mètre de terre et planter des arbres, comme le jardin de l'Atlantique qu'il y a à Montparnasse, c'est un peu le même genre. Donc du coup, avec d'autres coûts, mais l'objectif de recherche et de réflexion sur la biodiversité est très intéressante. Alors je ne développe pas, il y a évidemment toute une approche aussi d'usage par les enfants qui utilisent complètement ce système de récréation. Ils vont voir les poules, ils font un tour des sapins, etc., etc. Donc là, ce qu'on a vu, c'est l'échelle locale qui répond quand même de plus en plus à plein de contraintes, d'éléments et de variables qui sont le propre de la ville. Alors, j'en ai cité quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres. Mais il y en a une il y a une variable qui est très peu prise en compte d'une façon générale, c'est la fragmentation. Or, la fragmentation, ça implique des processus écologiques tout à fait particuliers qui sont la dispersion des espèces. Donc il y a des mobilités des espèces dans la ville et puis aussi depuis des sources plus ou moins extérieures à la ville. Et donc ça amène à une réflexion de processus écologiques à l'échelle globale, et c'est les trames vertes et bleues. Alors aujourd'hui, il y a plein de couleurs, vous savez bien, il y a les trames blanches, les trames noires, les trames, etc., etc., il y en a plein. Parlons surtout des trames vertes, c'est celles qui ont le plus de sens dans un aménagement urbain, urbanistique à venir. D'une façon générale, l'écologie du paysage a défini des grandes tâches d'habitat, qu'on appelle aujourd'hui des noyaux de biodiversité aussi, qui sont reliés par des corridors, et puis une matrice qui est des éléments beaucoup moins favorables ou pas favorables du tout aux espèces. Ça a été démontré chez plein d'animaux, ça marche, ça fonctionne, et c'est un modèle qui a une vraie valeur scientifique. La question s'est posée très rapidement, mais est-ce qu'en ville, on peut appliquer ça aussi? Donc on retrouve des tâches, des habitats, notamment tous les parcs dont j'ai parlé avant, qui sont de mieux en mieux gérés, avec de plus en plus d'espèces qui s'y installent. Pourquoi pas? Pour des petites espèces, ce sont vraiment ça peut être des îlots de biodiversité. En revanche, on a une grosse problématique des corridors, c'est-à-dire qu'on a dans la matrice des effets de barrière totaux qui sont les immeubles ou autres qu'on n'a pas en campagne. Moi, mon écureuil ou mon petit mulot sylvestre, il est capable de traverser une prairie ou un champ de maïs plus ou moins bien, mais enfin, il est capable de le faire. Il traverse plus difficilement une rue ou une barre d'immeuble. Voilà. Donc, on a une vraie problématique qui a été celle des corridors et qui a orienté des grosses recherches dans les années début 2010 qui travaillait un petit peu sur toutes ces liaisons vertes pour avoir une approche un petit peu de ce côté plus fonctionnel, vous avez compris, dispersion, donc mobilité de la faune et de la flore dans ces cadres-là. Donc ça va depuis alors c'est juste des exemples, il y en a plein, depuis Nantes avec ces perrets complètement minéraux où il n'y a rien. Nantes est en train de se poser plein de questions, savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter comme petits îlots, comme petites plantations à droite à gauche, pour peut-être recréer un minimum de continuité. À Paris, il y a le couloir vert, là, la ceinture, la promenade verte, je crois qu'on appelle, la coulée verte, voilà, qui a plus ou moins été construite comme ça, mais qui en fin de compte marche assez bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des vraies épaisseurs de végétation à côté de la mobilité douce. Et du coup, on a effectivement des vraies continuités sur plusieurs quartiers dans le sud-est de Paris. Puis en haut, j'adore mettre cette petite photo parce que c'est un résultat de travail d'étudiants. On avait fait avec l'Urbabio, qui maintenant est dirigé par Nathalie et Xavier, on avait fait un travail d'étudiants dans le long de Bastille et sur le quartier en montrant et en expliquant aux élus notamment comment est-ce que ça pouvait aussi faire sens dans une structuration urbaine. Donc il y a eu
à la fois un discours d'urbanisme, de paysagiste ou autre, et à la fois un discours très scientifique. On va faire déplacer des espèces peut-être, etc. Et là, donc, c'est le long du port de Bastille. C'était des parkings, hein, c'était des parkings tout le long. Ils ont tout supprimé et ils ont fait une grande tranchée. Enfin, les arbres vont pouvoir recommuniquer entre eux. Vous savez qu'il y a une grosse communication via les mycorhizes et plein de champignons, etc. C'est des choses qui sont un peu récentes, mais qui font sens complètement sur la survie des arbres. Et puis surtout d'avoir des arbustes. Alors c'est un peu modeste, évidemment. Nous, on visait des choses beaucoup plus importantes. Mais quand même, l'idée est là et c'est un résultat qui a été obtenu avec un appui de travail d'étudiants. Donc là, j'ai parlé des espaces publics qui doivent faire évidemment sens et un peu être exemplaires. Mais ce qu'on a démontré, notamment dans un gros programme de recherche qui s'appelait Trame verte urbaine, qui a été valorisé par un bouquin chez Le Moniteur, hein, qui s'appelle Trame verte urbaine, un gros ouvrage où on a participé, on était plusieurs ici à avoir participé à ce travail-là, sur un petit peu justement les perméabilités qui pouvaient exister ou pas en ville. Et je vais un peu vite, mais bon, l'idée c'était de montrer aussi que c'était les tout premiers résultats, de montrer que des lotissements, des organisations de maisons individuelles avec jardin pouvaient avoir une certaine transparence. En écologie du paysage, on parle de perméabilité. Voilà. Et puis, on s'est posé d'autres questions, et j'en ai mis qu'une en bas, c'est est-ce que des bâtiments en 3 dimensions peuvent faire sens aussi en continuité. On parle toujours de la trame verte en 2 dimensions, on pense évidemment au sol, et on s'est posé des questions, de savoir si des bâtiments bien végétalisés pouvaient l'être. Bon, les premières synthèses qu'on a fait avec des collègues du muséum, c'était de montrer que ça ne marche pas très bien, les toitures sont en général très sèches, et en vertical, on met beaucoup d'eau pour continuer à avoir notre végétation. Bon, je ne vais pas plus loin, mais c'était déjà des premières recherches assez significatives. J'ai mis quelques exemples. Alors, il y a tellement de choses. Bon, je ne sais pas si Guilhem, il est resté, mais dans mes cours, je parlais beaucoup de quartier exemplé à Barcelone, qui a une démarche extraordinaire de réappropriation de l'espace public. Enfin bon, je ne développe pas parce qu'il n'est pas là, donc je pense. Il est derrière. Ah bon, bah là. Donc, je n'oserais peut-être parler, mais c'est vrai que c'est un des exemples que je prenais beaucoup dans mes cours pour expliquer comment une municipalité, avec une volonté, était capable de transformer complètement la mobilité, l'agencement, la lisibilité et l'ambiance d'un quartier. Voilà, il n'y avait plus qu'une voie dans la plupart des rues et tout le reste était récupéré et toujours récupéré. D'ailleurs, je pense que ça marche toujours, plus ou moins bien. Bon, d'accord. J'ai plus de cours. Je fais plus de cours. Juste quelques exemples. C'est des exemples sur lesquels j'ai un peu participé. Alors derrière chacun de ces exemples, je n'ai pas le temps, je pense, de développer énormément. Il y a toute une histoire qui, en tant que chercheur en recherche-action, puisque moi j'étais dans des équipes de conception, voilà, a permis d'affiner beaucoup plus comment les consortiums fonctionnaient, travaillaient, et puis les freins et les leviers un petit peu de cette approche dans l'aménagement du territoire. Le premier, c'est le boulevard Eisenhower. On a travaillé pour le Grand Toulouse. On était 7 compétences différentes. On a travaillé pendant plus de 2 ans et demi sur un projet dont l'objectif était de redonner une vie au Mirail. Je ne vais pas plus loin, mais je pense qu'une grande partie des gens savent les problèmes sociaux que représentait le Mirail dans le sud de Toulouse, qui a complètement évolué en quelques années au point de vue catégorie sociale. Et il fallait redonner et rebooster ça. Donc il y a eu plein de travaux qui ont été faits sur les centralités commerciales, sur les mobilités ou autres. Et notamment avec le paysagiste, on a beaucoup travaillé aussi sur des formes de continuité. Et il y a donc ce que vous voyez d'un côté, c'est la Garonne, et puis l'idée de l'autre côté, c'était un parc qui s'appelait le parc de la Ramée avec le Touche. Et comment est-ce qu'on pourrait faire sens pour relier ça et en même temps toucher un petit peu le Mirail. Et donc du coup, on a travaillé sur une continuité verte, que vous voyez un peu là. Alors d'un côté, le sud, c'est beaucoup des entreprises, le nord, c'est essentiellement des copropriétés. On a regardé la faisabilité, et puis donc, le paysagiste a fait un magnifique dessin, présentation du projet, sur lequel est venu se greffer, et c'est tout l'intérêt de ce travail qu'on a mené à Toulouse, un travail de diagnostic croisé. Après, j'ai fait des papiers sur le diagnostic croisé, je ne vais pas développer. Comment est-ce qu'après, le spécialiste des mobilités,
qui était une grande agence suisse, est venu mettre des gares en disant le métro va pas assez loin. Comment est-ce qu'on pourrait modifier ça? Les centralités commerciales a aussi été intervenu sur des parkings et des jeux de commerce. Et donc, ça a été une transformation du boulevard Eisenhower en axe d'activité mixte et d'écologie. Et c'était un des beaux sujets. Alors, je passe le pourquoi du comment, mais du coup, on a une force pour pouvoir expliquer aussi à la municipalité tout l'intérêt d'avoir une autre vision de cette voie qui était une 2x3 voies, pour la transformer en deux fois une voie, simplement 2 voies, de récupérer d'un côté tout un égout qui était un rue, bien sûr classiquement complètement enterré, et de faire des plantations pour faire aussi des pistes cyclables complètement autonomes, d'avoir des vraies mobilités douces et d'en faire aussi pas que centre d'attraction, pas que habitat d'espèces, mais en même temps voilà, un vrai fonctionnement dans un grand espace. Donc l'adjoint au maire de Toulouse a dit ouais mais bon ça c'est trop cher, voilà, l'écologie bof, etc. Et il a changé d'avis quand on a été 2 à lui expliquer que la ville de Toulouse serait la ville la plus chaude en 2040 et que s'il ne commençait pas à planter un peu partout dans sa ville rose, eh ben, il allait faire très très chaud. Et ce qui s'est tout à fait, vous avez vu les températures cette année et aussi l'année dernière, c'est pareil. Donc du coup, on était dans le bon sens. Et ça les a beaucoup intéressés. Donc c'est parti dans les cartons jusqu'au changement de municipalité, je ne vais pas plus loin, qui a préféré tout mettre l'argent là-dedans, qui était plus ou moins quand même acté, vers un téléphérique qui traverse la Garonne, qui avait aussi des coûts assez importants. Un autre exemple complètement différent, c'est un centre-ville. C'est le plein centre de Bruxelles, où la municipalité a demandé à une agence, enfin a lancé un appel d'offres, je pense, et a demandé notamment à une des agences d'avoir une réflexion sur le verdissement du centre-ville. Alors vous voyez un petit peu la tête du verdissement potentiel, il n'est pas évident, parce que ce sont que des îlots avec des petites rues très canyonnes, hein, très fines, avec plein de réseaux partout en bas, et puis surtout des largeurs de voiries qui sont beaucoup trop fines. Donc l'idée, ça a été, mais j'ai déjà vu ça quelque part un peu, je vais reprendre l'idée de Cerda, de faire par les îlots des continuités, à la fois piétonnes, c'est les lignes rouges que vous voyez, mais complètement assistées par des végétations. Sachant que 90% de ces îlots, ce sont des parkings, des bureaux qui sont tout autour. Donc, ça a été compris tout à fait par l'agence Certain Build qui a construit, enfin qui a fait un schéma en disant voilà, il y a déjà un îlot qui va être ouvert, et ben on va en profiter pour faire un exemple. Donc voilà, c'est ça l'exemple qu'ils ont proposé à la municipalité. Donc végétalisation et de toiture et du fond de l'îlot, et puis de permettre quand même un passage. Alors, on n'est pas sur de la biodiversité voilà, fabuleuse, fonctionnelle ou autre, comme l'écologue aime bien, avec plein de petites bestioles, plein de petites plantes. Mais quand même, on est sur une approche, sur une relation nature-usage multiple, d'ailleurs, du citadin, qui est intéressante et qui est pour moi quand même une première étape. Et c'est pour ça que je reste souvent prudent à se redire on ne peut pas mettre de la biodiversité partout, même si c'est très intéressant. On a eu plein de demandes sur la ville de Paris pour des ruelles, notamment dans le 5e, je crois me souvenir, où le maire nous emmène dans une ruelle tellement étroite que bon, on faudrait mettre de la végétation. Bah ouais, mais c'est trop étroit, il n'y a même pas de trottoir, il n'y a qu'une voie déjà possible. Et ce que je dis souvent, et c'est des choses qu'on répète, il faut aussi qu'il y ait une innovation beaucoup plus importante, non pas simplement de l'architecture du bâti lui-même, mais de l'espace public. Je ne vois pas beaucoup de projets avec des ombrières, avec des choses comme ça, qui aujourd'hui devraient être une constante. Alors c'est une vision, moi je ne suis pas trop archi, je suis plutôt dans l'urbanisme, mais à mon avis, il y a un manque d'innovation à ce niveau-là qui est fort, hein, sur lequel il faudrait aller beaucoup plus loin. Alors ça, c'est bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, il y a des idées de traduire ça un petit peu de façon concrète. Alors, on avait fait un papier il y a fort longtemps avec Alterne, notamment, une agence de paysage. On avait travaillé sur la différence des outils entre l'écologue et le paysagiste.
Le paysagiste travaille essentiellement avec AutoCAD et autres, et nous, on travaillait déjà avec des SIG. Mais ce qu'on disait aussi quand on travaillait sur des réponses à appel d'offres, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Quand on voit les... Alors j'ai mis le chemin des parcs, où j'ai mis le chemin des parcs de Kansas City, hein, fin 19e siècle, où main levée, on passe par des boulevards un peu plantés, les plus directs, on relie aussi des ambiances et des choses comme ça, qui peuvent faire sens, bien évidemment. J'avais mis aussi des travaux qui sont en cours, notamment au muséum, sur un petit peu les progressions d'espèces, comme quoi même les pieds d'arbres permettent à des espèces de se propager. Alors évidemment, encore une fois, on n'est pas sur des grands schémas d'écosystèmes ou autres, mais on a aussi des capacités d'espèces à pouvoir venir coloniser, même en ville plus ou moins dense, les choses. Et puis aujourd'hui, on a des logiciels, et notamment Grafab, qui est de plus en plus connu dans les municipalités, hein, qui permet de faire aussi le poids des relations entre différents espaces verts, notamment. Je ne développe pas, c'est assez technique, mais donc hier j'étais avec pas mal de municipalités où on a parlé beaucoup de continuité, et je vois que de plus en plus c'est utilisé, c'est quelque chose qui commence au moins dans les grandes collectivités, à permettre aussi d'orienter les boulevards à revégétaliser ou différemment, la façon de maintenir ou pas certains espaces verts ou pas, quoi. Bon, ça c'est sur les échelles, je vais passer parce que, bon, je suis un défenseur des SCOT. Pour moi, c'est vraiment la charnière indispensable. Bon, quand ça manque d'ambiance, j'aime bien dire qu'il faudrait supprimer les départements et mettre que des SCOT. Bon, là, il y a une partie de la salle qui réagit, tout à fait. Bon, voilà, ça c'est plutôt un petit peu opérationnel. Alors, juste je cite deux recherches, il y en a beaucoup d'autres, hein. J'ai cité trop rapidement ce qui se fait au muséum, souvent de façon un peu plus pointue, mais de façon beaucoup plus urbanistique, je dirais. Bon, il y a tout le travail qui a été mené dans le cadre de Beaume, dont on a parlé un tout petit peu, hein, avec le PUCA notamment, où on a posé des questions, on a débroussaillé la relation entre les morphologies urbaines, les formes de l'urbain, et puis cette biodiversité. Alors c'était plutôt effectivement un débroussaillage, parce qu'on a eu des sujets très très différents, et il y en a plusieurs qui ont traité des dispersions d'espèces, des qualités d'habitat. Alors, il y en a un qui ressort notamment, qui a surpris un peu tout le monde, c'est qu'on arrivait à des densités et des présences d'espèces tout à fait intéressantes dans les vieux lotissements, qui pourtant sont très fragmentés et tout, parce que on a des vieux arbres, parce que les gens ont fini par prendre des gestions beaucoup plus écologiques, etc. etc. Voilà. Donc là, on a revalorisé un peu, revalidé, je dirais, même ce qu'on avait démontré avec notre premier programme. Et puis je cite une synthèse de l'Académie d'agriculture que j'ai conduite sur l'agriculture urbaine, avec pas l'idée de qu'est-ce qu'on plante en ville, mais plutôt comment est-ce que ça rentre en résonance aussi avec cette biodiversité et cet usage. Et on démontre aussi comment des grands potagers ou autres font sens complètement. On va en reparler un tout petit peu après. Donc on a vu la première étape, c'était la ville vivable. Il faut végétaliser, on en a besoin, c'est vital. Je ne développe pas plus, vous avez compris. La deuxième étape, c'est cette biodiversité qu'il va falloir injecter, au lieu de simplement avoir une relation aux espèces, c'est plutôt de penser à des petits écosystèmes, à du fonctionnel, à des choses comme ça. Et puis la troisième étape, qui est plus récente, c'est de viser un fonctionnement beaucoup plus large, beaucoup plus systémique. Donc du coup, c'est comment intégrer cette ville qui pendant trop longtemps a été en opposition avec la campagne, hein, voilà. C'est moins vrai avec la métropolisation, mais enfin bon, et encore. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans un fonctionnement plus de biorégion? Comment est-ce que ça peut avoir un sens de prendre en compte tous ces flux, toutes ces dispersions aussi, pour aller évidemment plus loin dans des sens de... Alors j'ai parlé tout à l'heure un peu de sobriété, mais bien évidemment il y a toute la résilience et derrière l'autonomie. Donc cette étape supplémentaire, elle est un peu récente, elle est un peu prospective bien évidemment, où la ville deviendrait un vaste système où vivants humains et non humains sont pris en compte en même temps. C'est ça le point fort. Et donc l'urbanisme régénératif, c'est un urbanisme écologique qui vise à régénérer les écosystèmes, où le citadin n'est plus seul à faire partie du projet, mais il intègre complètement des aspects fonctionnels et sensibles,
de la biodiversité, et notamment en prenant en compte cette grande échelle. Pour simplifier, je dirais l'urbanisme écologique a surtout comme objectif de limiter les impacts des aménagements humains sur son environnement, de s'adapter. Et l'urbanisme régénératif, tel que moi je le traduis, tel que alors, les papiers ne sont pas si nombreux que ça, hein, je vais vous en parler un tout petit peu, c'est beaucoup plus de viser un ensemble, une synergie. Donc Eduardo Blanco, que j'ai encadré en thèse, a fait un bouquin qui s'appelle La ville régénérative et qui reprend un peu toutes ces idées-là. Évidemment, la biodiversité, c'est pas que ce n'est qu'une des entrées. Hein. Il y a l'énergie, il y a les matériaux, il y a le social, il y a la mobilité. Enfin, il y a tout ce qui intéresse au premier chef, là, bien évidemment, l'urbanisme. Et ce qu'il constate, c'est les ronds d'en haut, c'est que la pression urbaine aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante, même si on a besoin des bénéfices des systèmes dits naturels. Bon, pour l'instant, on a quand même un déséquilibre très important. Et l'idée première d'une ville régénérative, c'est qu'on mettrait les deux à égalité. Donc c'est l'autre schéma qui est circulaire à côté. Non seulement on va réduire les pressions humaines, ce qui était bien l'objectif de l'urbanisme écologique, mais en même temps, on va essayer de restaurer les systèmes naturels. Et moi, je vais encore plus loin en disant, peut-être que ce n'est pas simplement les deux en prenant en compte, mais c'est d'être capable de mettre en relation complètement les deux systèmes en un seul système socio-écologique, écosystémique. Donc là, c'est une vision encore supplémentaire par rapport à toutes les premières approches. Alors la ville régénérative, ça a surtout émergé, alors c'est la lecture que nous on en a eue, ça a surtout émergé en Nouvelle-Zélande, un peu en Australie, et puis aux USA. Hein. Et il y a quelques beaux projets, il y a plusieurs projets qui ont été lancés dans cette idée-là, qui ont été jusqu'au bout, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a des contraintes qui sont énormes, et vous verrez dans son bouquin, que je vous conseille d'avoir, dans La ville régénérative, vous verrez, il y a plein d'exemples des États-Unis ou autres. Il parle beaucoup, bien évidemment, des systèmes naturels et du biomimétisme en architecture ou autres, qui sont parmi les composantes pour aller beaucoup plus loin. Et donc, je voulais finir sur la symbiose, bien évidemment. On m'a demandé, en tant qu'écologue, de préciser un peu la symbiose, mais je suppose que ça a déjà été plus ou moins fait hier. Donc la définition première, la symbiose, c'est une association entre deux partenaires, de façon à être beaucoup plus large, ou deux espèces plutôt, en général, et le terme qui est repris et qui fait consensus, c'est intime, harmonieux, durable. Donc voilà, c'est assez sympathique. Et la symbiose parfaite, c'est le lichen, hein, où on a l'algue et le champignon qui font organisme en étant tous les deux. Voilà. Alors, je ne vais pas développer, je crois que j'ai plus trop le temps. C'est des choses qui sont hyper connues, hein, depuis le poisson clown dans les animaux urticantes, le lichen sur les arbres, ou aujourd'hui, ce dont on parle de plus en plus, je trouve que tout le monde a entendu parler maintenant, des mycorhizes, de la relation avec l'arbre, la façon dont on a ces échanges, c'est des vraies symbioses. Donc quand on reprend les définitions, les symbioses, pour le biologiste, c'est trois formes. C'est le parasitisme, le commensalisme ou le mutualisme. Donc le parasitisme, il y a bien une relation, une association, mais il y en a un seul qui bénéficie et il y a des impacts négatifs. Le commensalisme, c'est pareil, il y a deux partenaires dans l'association, mais il y en a un seul qui tire des parties, mais qui n'a pas d'impact réel, en général. Et puis le mutualisme, c'est les deux qui tirent vraiment parti de leur association. Donc quand j'ai écrit ça, je me suis dit, mais c'est exactement le schéma que j'ai fait juste avant. Si je reprends mon parasitisme, c'est un peu les services écosystémiques. C'est-à-dire qu'il faut que cette nature elle nous rende service. Bon, on s'en fout un peu on va replanter des arbres s'il y a des soucis, quoi. Le commensalisme, mais c'est l'urbanisme écologique. On essaye d'avoir une approche qui soit avec un impact absolument minimum. Et puis le mutualisme, c'est typiquement, effectivement, ces deux associations. C'est juste ce que j'ai dit avant. Donc voilà, donc j'étais super content de moi en disant, j'ai un nouveau terme que je n'avais pas utilisé avant. Alors pourtant, ça fait longtemps qu'on a des discussions qui sont assez proches, mais je n'avais pas fait
cette relation, donc, aussi intime, entre les 3 étapes. Ça fait 2-3 ans à peu près qu'on les a définies, on a déjà publié dans Métropolis, dans plusieurs revues, on a publié là-dessus déjà, sur les 3 étapes qui amènent à un urbanisme régénératif. On a parlé de symbiose et tout, mais bon, pour moi, voilà, mutualisme, et pourquoi pas. Mais quand j'ai repris les définitions, j'ai revu qu'on était typiquement dans cette démarche qui est tout à fait logique et que, en philosophie, moi qui ne suis pas philosophe, je trouve tout à fait évident qu'on arrive effectivement à ce recroisement total entre l'urbanisme tel qu'il a eu son histoire et puis toutes ces entrées différentes qu'on y met. Alors, encore une fois, je ne parle pas de participatif, je ne parle pas de sensible, je ne parle pas de gouvernance, je ne parle pas de mobilité, tous ces éléments-là qui viennent faire sens aussi, bien évidemment, sur un socio-écosystème qui est important. Donc je pose des nouveaux sujets de débat, puisque en fin de compte, je découvre que c'est super motivant, intéressant et intellectuellement satisfaisant. Donc est-ce qu'au lieu de dire l'hypothèse symbiotique, on ferait mieux pas parler de symbiose mutualiste, si on pousse le bouchon vraiment loin? Et puis en tant que scientifique, vous savez que normalement dans les symbioses, il y a un gros et un petit, il y a un hôte et puis des symbiotes. Alors j'ai voulu réfléchir à ça, mais j'ai dit je vais m'embarquer dans des trucs pas possibles, parce que le gros, ça peut être la société humaine dans le cas du parasitisme, parce qu'il tire un peu de tout, mais non, ça va pas. Bon bref, j'ai laissé le point d'interrogation. Ça reste des sujets, je pense, pour un nouveau colloque. Hein, comment on se place un peu dans cette relation à la nature, qui est peut-être pas simplement aller mettre ensemble l'un l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut falloir innover et construire, passer à de l'opérationnel, quoi. Et puis, bien évidemment, alors je crois que ça a été largement évoqué hier, le symbiose mutualiste, c'est pas que cette approche biologique, biotechnique, c'est aussi toutes les symbioses disciplinaires et pluriacteurs qui font sens pour construire un aménagement nouveau. Donc je crois que mes collègues du GRU hier ont dû en parler en tant que tel, quoi, hein. C'est vraiment un des objectifs qu'on vise. Voilà, donc pour finir, pour moi, les mots-clés de l'action régénérative, alors vous avez compris, plutôt carré, plutôt sans toute cette approche immatérielle et autres, bah, c'est la pluridisciplinarité et le pluriéchelle qui doivent absolument innerver l'urbanisme de demain. Alors ça existe un peu, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, je suis consultant, donc vous avez vu, je suis sur quelques travaux, en général plutôt de rénovation de quartier ou autre. On a beaucoup de mal à faire ces connexions et à sortir de la ville. Et il faut absolument reconnecter la ville et la campagne. C'est bien un des objectifs de remettre la ville dans un fonctionnement écologique beaucoup plus grand, quoi, bien évidemment. Alors il y a les outils que je ne développe pas parce qu'ils sont tous en discussion plus ou moins positive, hein. Le ZAN, ça a été un peu ça, hein, le zéro artificialisation nette. Comment est-ce qu'on va limiter cet agrandissement? Et quand voilà, j'ai eu des débats avec les archis avant-hier, c'est très chaud, quoi, parce que comment on peut nous supprimer la possibilité de construire, alors que l'avenir de la ville, c'est bien de se régénérer, même si ce n'est pas tout le temps dans son cœur de ville, pourquoi pas? Alors, ça amène à pas mal de questionnements, et les PAT, les plans alimentaires territoriaux, qui sont des beaux projets, très souvent avec des jeux d'acteurs qui sont très complets. Et donc du coup, je finis, alors, sans vouloir être formaliste, dogmatique, etc., mais je trouve que c'est important de rendre ça un peu opérationnel, notamment à travers les diagnostics. Et moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est comment les diagnostics complets, j'ai mis ça en rouge. Alors moi, j'ai appelé ça diagnostic croisé dans mes différents papiers, c'est-à-dire où des disciplines se retrouvent toutes ensemble pour discuter d'un projet et qu'on sorte de ce qui existe encore beaucoup trop souvent, où on demande à l'architecte urbaniste de projeter un plan masse sur lequel on va mettre un peu de social, d'hydrologie, d'écologie animale et végétale, etc. Ça continue à se passer, même si c'est moins vrai aujourd'hui. Il y a beaucoup de services d'urbanisme qui ont des approches qui sont beaucoup plus complètes. Et puisque je parle de services, d'expérience aussi, et j'aime bien répéter ça, tout le travail qu'on a mené sur les trams vertes et bleues, dans les collectivités. Alors moi j'ai participé à celui de Pleine Commune, à celui d'Est Ensemble notamment, pour parler que ceux de la région parisienne. Ça a été un formidable outil pour faire discuter les différents services entre eux. Et à Pleine Commune,
les services des voiries et des finances, je ne sais plus comment ça s'appelait, a découvert un plan marche qui était en train d'être construit par le service des espaces verts, parce qu'on s'est tous retrouvés autour de la table et que tout le monde, aussi bien le responsable des cimetières que celui des jeunesse et des sports, avait son mot à dire sur les haies, sur les pelouses, sur des choses comme ça. Voilà. Donc le concept de TVB est un des outils, je pense, si on retrouve la matérialité forte, qui est bien transversale et qui permet d'aller sur la pluridisciplinarité et le pluriéchelle. Alors je termine juste en vous présentant un peu des ouvrages de ma collection, parce qu'on aborde évidemment beaucoup de ces choses-là. Le dernier, Morphologie urbaine, qui a été co-construit avec Sophie Carré, qui est ici présente, et qui justement aborde aussi un petit peu toutes ces approches et ces relations entre nature et ville. L'objectif de la collection, c'est vraiment d'aller plus loin sur cette relation d'architecture et d'urbanisme, bref, d'aménagement, vers une prise en compte du vivant non humain. Voilà, je vous remercie de votre attention. On voit bien que les mots prennent leur poids en fonction de celui qui les porte. Et donc merci pour cette présentation et au fond aussi pour cette espèce d'enthousiasme qui reste moteur dans l'investissement qui est le tien sur cette montée de l'écologie en urbanisme et cette ouverture de l'urbanisme à l'écologie. Y a-t-il des questions ? Bonjour, ça marche? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sophie Amir, je suis paysagiste, je viens d'Irlande. Et merci beaucoup pour votre projet, c'est fantastique et ça fait rêver. Mais en Irlande, on est en train de faire un projet actuel où on repère pour les premières fois les forêts anciennes. On n'a pas de forêts anciennes, donc là on repère les forêts plus ou moins anciennes. Et c'est intéressant parce que on les repère par les sols, par les terres, même si ce n'est plus les arbres anciens. Donc il peut y avoir les nouveaux arbres plantés pour les raisons commerciales, mais le tout, c'est dans la terre. C'est la vie, c'est dans la terre. Alors, ma question, c'est quand on voit les plans verts comme les vôtres qui font rêver, ce que je sais par mon travail, c'est que souvent les arbres qu'on plante dans les villes ne vivent pas très longtemps. Et on parle beaucoup des micro-rhizomes, etc. Ça fait rêver aussi. Mais dans les terres, dans les villes qui sont écrasées, nouveaux, contractées, tout le reste, il n'y a pas de vie, il y a très peu de vie. Et donc, on amène un nouvel arbre qui vient de quelque part, avec de la terre qui vient d'ailleurs aussi, et on les met dans ce petit trou. Mais d'où vient la vie dans la terre? Ou est-ce qu'elle y est? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? C'est ça ma question. Est-ce que vous avez étudié ça? Oui, il y a quelques études là-dessus, bien évidemment. Alors d'abord, aujourd'hui, il y a des vraies réflexions des services sur d'autres modes de plantation qui sont plus simplement faire une petite fosse, mais de refaire comme on faisait à la fin du 19e siècle. C'est des grandes tranchées pour que les arbres aient beaucoup plus de place et qu'on ait des communications entre les arbres, que les mycorhizes s'installent et des choses comme ça. Voilà. Alors les études, oui, il y a quelques études qui ont été menées, parce qu'on s'est demandé évidemment qu'avec le tassement, il n'y avait plus grand-chose dans les 3 mètres cubes qui étaient permises à chaque arbre. Alors ça dépend complètement des quartiers. C'est clair qu'on ne va pas retrouver beaucoup de vers de terre qui supportent mal le piétinement, mais certains qui sont profonds, hein, ça a été démontré en région parisienne. On retrouve aussi certains tout petites bestioles, des colamboles ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pauvre, ne serait-ce que parce qu'on a l'isolement et puis on a aussi ce problème d'impact, de contrainte qui est gigantesque. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux dire un mot sur les végétaux qui circulent un petit peu, puisque donc Nathalie Machon, qui est professeure au muséum, dirige un travail à long terme sur le déplacement des graines dans les quartiers parisiens notamment. Voilà, si tu veux dire un mot ou... Ben, effectivement, il y a des études en cours.
Il y a plus de faune qu'on ne le croyait. Au début, on m'a dit dans les pieds d'arbres, mais non, mais il n'y a pas de vers de terre. Si, il y en a. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne migrent pas énormément, pas très loin quand même. C'est-à-dire qu'essayer de faire un passage sous une route pour qu'il y ait des vers de terre qui puissent passer, en réalité, il semble qu'ils n'arrivent pas à migrer très loin. Ils migrent plus dans la hauteur que dans la... Mais c'est un grand pan de la recherche qui est à améliorer encore. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur les sols urbains sur ce plan-là. Les sols urbains ont été tellement longtemps peu pris en compte que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on me fait souvent parce que mes premiers métiers, c'était la faune. Et maintenant, je ne parle plus du tout de faune, parce que la faune, elle vient que si on a un bon sol avec des plantes. Il faut qu'il y ait déjà les bases un petit peu de l'écosystème avant qu'on soit capable de recréer des chaînes alimentaires qui fonctionnent. Merci. Bonjour. Je me demandais comment vous pensiez, à travers vos travaux, à la migration des arbres, enfin du végétal dans les futures années. Et de qu'est-ce qu'on plante? Bon, ça c'est une question de paysagistes notamment et de services. Pour l'instant, il y a des recherches qui sont en cours. L'idée que vous soulevez, c'est qu'est-ce qu'on plante pour que ça dure, étant donné les problèmes du réchauffement climatique, des changements climatiques, disons, d'une façon plus large. Il y a beaucoup de débats sur l'émigration assistée, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des espèces du sud pour les mettre dans le nord et les planter. Il y a beaucoup de travaux sur la génétique. C'est beaucoup l'INRAE qui travaille sur ces sujets-là, sur la génétique des arbres, voir comment est-ce qu'on peut avoir des variétés qui supportent mieux, etc. Et on n'est pas nombreux, mais on est quelques-uns à supporter plutôt l'idée d'avoir une variabilité d'individus. L'arbre a un génome qui est très variable et qui est capable d'expressions très très différentes d'un individu à l'autre. Et l'idée, c'est au lieu de viser simplement d'avoir plein d'espèces différentes, comme j'ai vendu tout de suite, et je vous ai expliqué le pourquoi, c'est en même temps, quand on va planter peut-être des marronniers, des platanes, des chênes, des je sais pas quoi, c'est d'aller chercher des sources d'espèces, des pépinières qui soient différentes, pour avoir des clones qui sont différents. Et comme ça s'est passé dans l'histoire un petit peu des systèmes forestiers, on peut tout à fait avoir, et c'est attendu, des expressions d'adaptation d'individus par rapport aux autres. Alors bon, je ne suis pas forestier, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, mais bon, voilà, tu es d'accord avec moi ? Bon, c'est parfait, on est deux dans la salle, d'accord. Voilà, c'est une idée, c'est-à-dire d'essayer de ne pas changer, parce que jusqu'où on va ? C'est le grand problème des paysagistes, c'est le débat avec Gilles Clément sans fin là-dessus, sur est-ce qu'on va mettre des cactus et des palmiers partout parce que ça va supporter, parce que si c'est très bien dans le... Voilà, etc. Bon, est-ce qu'on transforme complètement nos écosystèmes urbains? Pourquoi pas, si c'est de la plantation, mais si on a des volontés et de biodiversité, donc relation des espèces, des insectes qui viennent utiliser ces arbres-là, et puis cette relation à grande échelle dont je parle, de la ville avec sa région, voilà, ce n'est pas avec des cactus qu'on va pouvoir avoir des relations qui ont une cohérence. Avant de te passer la parole, Adam, je voudrais recoudre aussi avec l'intervention précédente. C'est-à-dire que Philippe Clergeau, il vient d'une institution qui s'appelle le Muséum d'histoire naturelle. Et la nature, l'expression de la nature, son déploiement dans l'espace se fait aussi dans le temps. Et c'est une espèce de vision moderniste au fond que de vouloir faire cette adaptation au changement climatique avec une forme de brutalité qui nierait l'histoire humaine associée à l'évolution végétale, dans la sélection des espèces, dans le soin qu'il y a très localement à faire tenir certaines espèces, à les cultiver, à les faire fructifier. Et donc là, il y a un côté step by step dans notre façon d'aborder le territoire qu'il faut, je pense, pas perdre de vue et à laquelle nous engage la prise en compte de la nature. C'est-à-dire que la nature, ce n'est pas une photo, elle est en fonctionnement, et donc elle est en fonctionnement dans ce temps avec ces diachronies, ces cycles croisés, certains très rapides, d'autres beaucoup plus lents,
Et effectivement, alors moi je suis architecte, je suis encore moins spécialiste que vous des arbres, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a comment dire, voilà, une variation comportementale au sein d'une même espèce, des individus qui résistent et d'autres pas. Et donc il faut rester prudent sûrement dans l'évocation d'une solution très radicale. Merci. Mais justement, pour faire écho à ce que vous venez de dire, moi j'ai une question sur j'ai une double question sur la notion d'urbanisme régénératif. Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose de dichotomique à vouloir, enfin d'antagoniste à parler de cette notion d'urbanisme comme vous l'évoquiez, qui est issue de la modernité, vous citiez aussi Cerda par exemple, et le mot de régénération, où on parle en général de régénération des sols vivants, alors que des sols détruits par exemple par la ville, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je me demande, est-ce que d'associer ces deux mots, il y a une vraie logique de transformation de l'idée de l'urbanisme, ou finalement c'est juste une rhétorique pour à nouveau continuer à, d'une autre manière, dominer et contrôler nos environnements et nos milieux habités. En fait, c'est une question vraiment ouverte, parce que voilà, on est toujours dans cette idée du contrôle finalement de nos milieux et de la ville en particulier. Et puis ma deuxième question, elle concerne à qui profitent ces projets de régénération, notamment sur des questions en milieu habité dans la ville. Souvent, on voit que les politiques, comme vous en parliez, s'accaparent, en tout cas récupèrent ces projets dans le cadre de grands projets d'aménagement ou de grands projets de rénovation urbaine. Vous parlez du Mirail notamment, où d'un coup ces projets qui sont censés faire avec le vivant permettent de justifier de la gentrification ou des transformations territoriales à très grande échelle. Et le Mirail en est un cas vraiment emblématique pour cela. Donc voilà, je voulais avoir un peu votre retour et votre expérience sur ces questions. Bon. C'est des questions de fond qui sont compliquées, évidemment. Le premier, c'était sur le contrôle un petit peu attendu. N'importe comment, l'aménagement urbain ou même non urbain, l'impact de l'homme sur la planète, d'une façon générale, est tellement importante aujourd'hui que c'est obligatoirement de la gestion. Il ne faut pas se leurrer non plus. Alors sans vouloir en faire un jardin planétaire, c'est-à-dire qu'on est les rois et on fait ce qu'on veut, il faut quand même permettre l'expression de cette spontanéité, de cette naturalité ou autre. Et donc, du coup, je renverse la question en disant, pour l'instant, l'aménagement urbain, c'est que je plante ça ou je plante pas, je bétonne ou je bétonne pas. On simplifie, quoi. Et là, l'idée, c'est de dire, puisque c'est moi qui ai le contrôle, je vais permettre l'expression à d'autres êtres de s'exprimer. Voilà. Je retournerai la question un peu comme ça. C'est-à-dire que dans les projets que vous verrez, je n'ai pas présenté, j'aurais pu présenter un projet canadien, un projet indien, il y a plusieurs projets magnifiques de régénératifs, où très souvent c'est l'eau qui est le premier point d'ailleurs, qui organise complètement les bâtiments, toutes les mobilités et autres. Et après, avant de définir les bâtiments, on regarde effectivement toutes les structures, mobilité d'espèces ou autres. Donc il y a une vraie approche écologique, complètement. Mais après, c'est l'expression. Donc on va laisser une grande zone pour qu'on ne va pas entretenir ou peu. Voilà. En même temps, c'est compliqué. C'est une question qui est compliquée parce que, en plus de ça, moi, mon premier métier à l'INRA, c'était de travailler sur les espèces invasives. Et donc, du coup, j'étais amené beaucoup à travailler sur cette relation homme-nature avec des côtés très positifs. Oh, c'est joli, regardez, il y a des perroquets dans la ville, c'est super, etc. Et d'expliquer en même temps tous les problèmes que ça pouvait amener, quoi. Donc, il y a des contradictions un peu systématiques. Et de dire on va supprimer le frelon asiatique, tout le monde est d'accord. Et quand moi je dis il faudrait supprimer les perruches à collier parce qu'on va vers une catastrophe comme c'est le cas à Londres, ça va pas, non, on va pas tuer des oiseaux. Voilà. Donc il y a une complexité aussi de notre relation avec l'animal en fonction, c'est du culturel, en fonction de nos images de telle espèce par rapport à telle espèce ou autre. Donc la notion de contrôle, moi je la verrais plutôt comme ça. Effectivement, il y a contrôle, donc comment il existe, il le sera toujours. Mais je pense que
justement, peut-on profiter de ce contrôle pour pouvoir permettre l'expression des spontanés et autres, ce qu'on a commencé à faire en supprimant les pesticides, hein, dans la ville par exemple, où là brusquement, voilà. Et on voit quoi? On voit brusquement des insectes qui s'installent, des araignées qui s'installent et autres, quoi. Voilà. Et la deuxième question, qui était un peu longue, avec plein de choses dedans, c'était la gentrification. Oui, alors ça c'est clair, c'est évident, ça a toujours existé, quoi. Mes premières visites à Amsterdam avec des urbanistes pour montrer tout ce qu'ils faisaient le long des canaux et autres, et ça n'a pas loupé, quoi. C'était à la fois vu le prix parce qu'on voit de l'eau et à la fois vu où c'était situé. C'est des formes de quartiers complètement gentrifiés, voilà, qui sont pour une catégorie spéciale, bien évidemment. En revanche, quand on a ça dans la tête, je pense qu'on est aussi capable de poser des questions pour aller plus loin et pour justement faire la différence, quoi. Et donc, quand on a travaillé sur les trames vertes urbaines, on avait des collègues géographes qui ont travaillé justement pour montrer où étaient les espèces spontanées, la relation à l'espace vert et la nécessité justement de ne pas viser que le beau, le bien fait, l'écologiquement correct, mais d'avoir une attention beaucoup plus transversale, générale ou autre. Et là, enfin, c'était un des résultats, à mon avis, du premier de ce programme-là, Trame verte urbaine, c'était de dire qu'il faut réussir à mettre de la nature partout et pas voir où c'est simplement facile et où c'est simplement facilement accepté. Et on a eu des surprises puisque les gens qui sont prêts à payer, ça c'est quelque chose que je pense que vous avez tous entendu parler, les gens qui sont le plus prêts à payer pour avoir de la nature ou un accès tout le temps à leur parc, etc., c'est les CSP les plus basses, quoi, hein. Ceux qui ont plein d'argent, en général, ils partent le week-end, voilà, avec s'ils ont 2 voitures ou autre. Je caricature, mais pas trop, c'est un peu ça quand même. Et il faut l'avoir dans la tête, je pense, c'est que quand on a des programmes ou des projets de quartier ou autres, et c'est les discussions qu'on a sur les écoquartiers. Moi, j'ai eu ça avec Jeanne Villiers notamment, hein, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Bon, du coup, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent sans arrêt. Comment réussir à pas juste faire un bel écoquartier. Et donc, du coup, avec mes trames vertes, j'ai dit, attendez, là, on va pas arrêter là. Il faut d'abord faire tout ça. Donc, du coup, comment est-ce qu'on va passer par ces quartiers qui sont, voilà, des barres d'immeubles, des quartiers sociaux, vraiment, clairement. Comment est-ce qu'on va intégrer ça dans une démarche qui est beaucoup plus grande, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds, mais c'est des sujets compliqués, évidemment. Merci Philippe. Moi, je voudrais justement amener aussi une question, une discussion et te poser une question sur cet enjeu finalement d'un urbanisme régénératif mutualiste, symbiotique mutualiste. Et je me demande si ça ne nous amène pas, ce travail aussi sur des nouvelles appellations, à ce chantier de faire tenir ensemble les enjeux environnementaux, écosystémiques, qui renvoie justement à ce caractère naturel, en fait, à ce support, enfin, en fait, à cette nature qui porte finalement l'humanité. Est-ce que ça ne nous oblige pas, quand on travaille en architecture, dans la fabrique des milieux habités, à fondamentalement faire tenir ensemble à la fois ces préoccupations environnementales, sociales et mentales? Parce que cette idée que on voit bien que si on n'est que sur l'approche environnementaliste, enfin au sens, eh bien on va oublier la manière d'habiter ensemble en tant qu'humain, en tant qu'humanité, avec les valeurs, etc. Et en fait, moi je trouve que plus on travaille, prend au sérieux cette question de substrat naturel et culturel, en même temps, ça nous amène à repenser profondément ce qui est en jeu dans le mental, en fait, dans la manière de penser les choses, dans la manière d'imaginer les choses, dans la manière de désirer les choses, dans la manière d'hériter des choses. Et donc, moi, j'espère que dans tout ce travail qui est porté par maintenant Apogée, tout le travail que tu fais, on va pouvoir cultiver tous ces liens régénératifs où on fait tenir ensemble l'environnemental, le social et le mental. Bon, c'est le grand... c'était la grande intuition magique, vraiment formidable de Guattari.
lorsqu'on l'invite à participer à des élections, enfin, écologistes dans les années 80, je crois, enfin, je sais pas trop un petit peu, et où il avait dit, mais en fait, il y a un travail, il y a une feuille de route pour nous tous, c'est faire tenir ensemble. Après, comment faire, c'est ça qui est intéressant au cas par cas, mais c'est un peu cette idée, tu vois, dans quelle mesure tout le travail qui est fait autour justement de d'urbanisme régénératif, qui pour moi, cette notion du régénérer, à mon avis, est fondamentale dans ce mutualisme, enfin tel que tu l'évoquais, mais finalement, on ne pourra pas échapper de faire, dès qu'on est sur la question de la ville, de la campagne, de l'habiter en fait, habiter ensemble, vivre ensemble, ça va être forcément aussi culturel et mental. Mais, tu le dis, bien évidemment, je suis complètement d'accord. Et si j'ai pris les précautions au début, que je ne parlais pas de participatif, sensible et tout ça, gouvernance, c'est parce que bien évidemment, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et la question d'appropriation, ne serait-ce que ça, qui est un premier échelon aussi, est complètement fondamentale sur cette prise en compte. On ne peut pas construire. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'histoire de l'urbanisme, on voit qu'il y a eu aussi des étapes et que quand on entend parler de l'histoire de l'écologie urbaine, notamment depuis l'écologie Gago ou autre, avec des choses qui sont complètement différentes, quoi. Et à chaque fois, il y a eu des retours. Quand l'écologie Gago, bah oui, mais ils ne prennent pas en compte le vivant, ça va pas assez loin. Les métabolismes de Duvigneau, toute l'écologie du métabolisme, ah bah oui, mais c'est que du flux. Voilà. Et à chaque fois, je pense que c'est sain qu'on remonte un petit peu. On va dire, attends, faut pas que tu oublies ça, faut pas que tu oublies ça. Mais je crois qu'à chaque fois, on rajoute une couche, on rajoute un point fort qui fait que, d'abord, comment, vu l'histoire, c'est impensable d'oublier. Et puis, vu le contexte, autant faire une trame verte dans les CRCE et tout ça en campagne ne pose pas trop de problèmes. On a 2 agriculteurs à convaincre ou à discuter. Autant en ville, on a des usages, on a un contexte, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, qui fait que là, ce que j'ai présenté, je l'ai bien dit au début, c'est une des facettes qui, à mon avis, aujourd'hui, ne peut plus être oubliée dans les consortiums de conception. C'est ça, et c'est là que je te rejoins complètement, c'est sûr que c'est ça le fond, quoi. Mais je ne peux pas démarrer surtout en disant vous avez oublié l'écologie. Non, mais j'ai une deuxième question, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de te voir en tant que chercheur, ayant travaillé au muséum, et puis ayant, comme tu l'as souligné, dans toute cette mise en perspective, maintenant tu fais ce travail aussi de consultant avec ton souci à la fois de produire sur des études de cas et d'interdisciplinarité. C'est un peu ton témoignage sur ce rapport aux politiques, parce que c'est aussi une question très importante que finalement qui porte, parce que finalement quand on parle de l'hypothèse symbiotique, ce serait un peu comme si on oubliait le politique, alors qu'en fait évidemment dans notre hypothèse symbiotique, ça pose fondamentalement qu'est-ce que ça réinterroge du point de vue du rapport aux politiques. Et par ton expérience, le travail finalement en tant que consultant pour produire sur des projets, est-ce que tu as remarqué des dispositifs, des méthodes, des façons d'entrer en contact avec le politique pour faire bouger les lignes en fait? La relation politique, elle est compliquée. Comment répondre correctement à la chose? Il faut voir que les politiques dans une collectivité, ils changent tous les 2-3 ans. Ça pose des problèmes énormes de sensibilité, d'appropriation, de compréhension, autre, quoi, voilà. Et moi, mon souci, ça avait été de dire plutôt que de discuter et de faire des conférences comme ça devant des politiques, moi je voudrais qu'on travaille avec les DGS. C'est eux les mémoires, c'est eux qui distribuent, qui font l'économie, etc., quoi. Les directeurs généraux des services. C'est-à-dire que au-dessus de tous les services, urbanisme et autre chose. Et très souvent, c'est eux la mémoire de la collectivité. Et qui sont le lien. Alors moi, je l'ai vécu un petit peu à Gennevilliers, je l'ai vécu dans d'autres cas aussi. C'est eux qui font le pas entre ce qu'eux, ils ont compris et la façon dont ils peuvent gérer, à pleine commune notamment, beaucoup travaillé avec les DGS de pleine commune. Comment est-ce que ça fait le pas avec les politiques et comment est-ce qu'eux, ils vont avoir les bons mots qui vont faire passer aussi les choses parce qu'ils ont compris à un moment donné. Un exemple, alors je crois qu'on n'a plus trop le temps, mais je ne suis pas du tout économiste, mais quand les adjoints, je ne sais plus si c'était Saint ou... Enfin bon, bref, une des communes de pleine commune qui m'interroge sur la faisabilité financière de la chose, en disant alors comment on n'a pas assez de sous, etc.
Je dis, mais combien vous donne votre DGS? Bon, alors il n'a pas osé le dire. Mais bien sûr qu'il y a des fixes avec le fonctionnement personnel, mais le reste, pourquoi est-ce qu'il est fixe? J'ai dit, mais c'est le DGS qui décide tous les ans de donner tant à chacun de ces silos. Il pourrait tout à fait, notamment dans le cadre, comme c'était juste avant les Jeux Olympiques, j'avais mis la pression, il pourrait tout à fait dire, bon voilà, pendant 2 ans ou 3 ans, les services des espaces verts et du urbaniste ensemble ont une grosse part du gâteau. On verra après pour les autres, pour le sport, pour le machin, etc. Je pense c'est toujours pareil, c'est des notions d'innovation et de ne pas rester dans des clous qui sont notre culture un peu fixiste, qu'elle soit en aménagement, en gouvernance, comme question que tu poses, ou des choses comme ça. Bon, c'est un exemple un peu farfelu sans doute, mais ça a beaucoup plu au président de Blaine Commune. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais... Bon. Bonjour, j'aurais 2 questions très rapides parce que je sais que tout le monde a envie de manger. C'est des questions plutôt techniques. Vous parliez de la fois du choix des espèces et de la diversité des individus et des pépinières qui doivent être différentes. Je me demandais ce que vous pensiez du label végétal local qui fait qu'il y a une diversité génétique des espèces et pas de sélection justement, qui est le principe de ce label-là pour la plantation en ville. Et ma deuxième question était sur le côté pauvre des sols urbains qui ont été étouffés avec le temps. Est-ce que vous pensiez des technosols, du fait d'amender, de reconstruire les sols à partir de sols qui sont presque morts à la base? Voilà, c'était mes 2 questions par rapport à la revégétalisation urbaine. De façon très rapide, sur le végétal local, je trouve ça très bien. Voilà. Bon, c'est à diffuser, ils font des grands travaux. Maintenant, c'est par région, les graines qui distribuent et les pépinières qui labellisent et tout. Donc, moi, je trouve ça très, très intéressant parce que ça permet aussi de repositionner les pépiniéristes un peu dans ce jeu, dans cette discussion comme celle qu'on a là. Voilà. Et puis, la deuxième, c'était, excusez-moi, je suis un peu... Les technosols. C'est ce qu'on fait déjà largement. Hein. Juste l'exemple des microforêts, pourquoi il y a un peu de biodiversité dans les sols, c'est parce qu'on apporte énormément de compost et de paille, d'autres choses qui permettent les plantations des arbres ou autres, quoi. Donc oui, les plantations en ville sont toujours accompagnées d'apports d'apports organiques à minima, quoi, voilà, pour faire court. Bien, je vois qu'il y a d'autres questions, mais malheureusement, on nous demande de nous arrêter. On a juste une petite demi-heure de retard, donc je crois qu'il est temps.